Bonjour et bienvenue dans cette émission de Voyage au bout de la nuit. Donc nous allons poursuivre la lecture de Matelot de Pierre Loti. Mais avant tout, j'avais envie de vous montrer un tableau. C'est celui-ci. Donc c'est un tableau qui a été réalisé par Rousseau, donc un peintre français. C'est le portrait de Pierre Loti avec son petit chat. Voilà. Je vous invite à aller le voir sur Internet. Dites-moi ce que vous en pensez à l'aide du hashtag VBN sur Facebook et sur Twitter. Mais reprenons tout de suite notre lecture. Alors, enfin, l'agonie commença, longue, atroce, mais presque sans pensée, toute matérielle. Et, le 4e jour du vent, dans le paroxysme des fureurs déchaînées, dans la grande clameur et dans le grand chavirement de tout, sa mort survint, presque inaperçue des matelots, ses frères, qui, en ces excès de fatigue et de danger, étaient momentanément touchés et tombés dans une sorte d'animalité farouche. Et son immersion aussi passa comme chose secondaire. Un sinistre matin, au jour naissant, cousu dans sa gaine de toile, il fut monté péniblement par 2 hommes qui le tenaient au cou. « Qu'est-ce qu'il y a » demandait-il. « Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac avec lui? Des livres ?» C'étaient les cahiers du Borda, les lettres, les débris et le couvercle de la boîte, tout. Celui qui l'avait cousu, un humble ne sachant pas lire, avait pieusement mis avec lui ce qui restait de ces choses précieuses. À grande peine, à cause de tant de roulis, il le montait avec des brusqueries involontaires qui heurtaient contre des angles de bois sa tête à jamais voilée. Par un panneau furtivement entrebâillé pour le laisser passer, il fut remis à d'autres mains qui l'attendaient sur le pont et qui le hissèrent. Le prêtre, âgé et malade, n'avait même pas pu venir, par ce gros temps dangereux, dire les prières des morts. Et les hommes de corvée étaient seuls sur ce pont que les lames balayaient. Pendant un plus effroyable mouvement de roulis, on le jeta dans un de ces gouffres d'eau, qui s'ouvrent et aussitôt se referment. Malgré le poids de fer attaché à ses pieds, une lame, une montée d'écume, le relança à bord contre le navire, avec une force à briser ses os. Puis il disparut, plongé tout de suite dans le silence pour jamais, et commençant sa descente infinie dans les ténèbres insondées d'en dessous. Presque aussitôt, le temps se calma. La grande fureur aveugle allait finir, sans raison, comme elle avait commencé. Les lames, avec des airs de fatigue, retombaient les unes sur les autres, s'affaissaient et, en désordre, démonté par une houle plus ancienne qui arrivait d'ailleurs. Les 2 grands albatros, qu'on avait cessé de voir pendant le coup de vent, étaient revenus, accompagnés de toute une suite tournoyante de pétrels gris et de malamox noirs, qui criaient avec des sons de vieilles ferrures leur faim insatiable. Et le vent se taisait. On commençait à s'entendre parler comme à l'ordinaire. Dans une paix relative, les choses à bord reprenaient leur coup. Les panneaux fermés se recouvraient. Après-midi, le vent tomba toujours. L'ordre se trouvait à peu près rétabli partout. La Saône tendait de mouvement ses ailes blanches, qu'elle avait si péniblement repliées. Et les matelots retrouvaient le temps de penser à celui qui s'en était allé pendant la grande tourmente. Les amis de Jean commençaient à se souvenir tristement de lui. Et enfin, arriva l'heure recueillie du soir, l'heure du branle-bas et de la prière. Au commandement coutumier, jeté par l'officier de quart d'une voix brève et distraite, le clairon sonna. Alors, ils vinrent s'aligner 200 matelots, sortant des flancs du navire par les panneaux étroits comme un flot qui monte. Sans d'un bord, sans de l'autre, formant 2 masses humaines qui avaient des ondulations de troupeaux.
On les vit se ranger machinalement le long de ces frêles murailles basses qui les séparaient de tout le remuement de la mer. Ils étaient tassés, les épaules s'emboîtant les unes sur les autres, tassés sur ce petit refuge de planches qui s'appelait la Saône. Et leur tassement avant je ne sais quoi de pitoyable, qui sentait la détresse au milieu de ce déploiement infini des eaux et de l'air, au milieu de cette débauche d'espace qui était alentour et où, dans les bruissements de larmes, dans les cris d'oiseaux, dans tout, chantait la grande mort. Sur le pont était monté aussi le prêtre, dans sa robe noire que secouait le vent, et celui qui commandait, du même ton bref, qu'il avait pris pour dire « branle-bas », et pour faire aligner l'équipage, commanda la prière avec quelque chose de plus grave, pourtant dans la voix, parce que peut-être à ce moment, il pensait aux pauvres disparus et à celui qu'on avait jeté ce matin même dans les effroyables profondeurs fuyantes du dehors. La prière, le matelot Clairon, gonflant une fois de plus ses joues et les veines de son cou, lança vers le vide extérieur cette courte sonnerie saccadée qui annonce chaque soir le pater et l'Ave Maria des marins. Hautes et claires, les notes de cuivre vibraient cette fois plus étranges dans la rumeur sourdement puissante des eaux. Et cette sonnerie semblait comme un appel à je ne sais quoi très lointain et inexistant, qu'on allait implorer pour la forme sans espoir. Alors un silence et une immobilité soudaine se firent chez les hommes, après que les rudes mains eurent touché rapidement les bonnets qui, tous ensemble, tombèrent. Et les 200 jeunes têtes apparurent, découvertes maintenant presque toutes blondes, tendues ras, semblables à des velours ayant dans la pénombre des reflets clairs, les épaules musculeuses, dessinées sous la toile usée, des costumes se pressaient en une masse et subissaient un roulis en même balancement monotone. « Notre Père qui êtes aux cieux », commença le prêtre. De sa voix, qui tremblait un peu, qui n'avait pas ce soir son impassibilité d'habitude, alors 2 ou 3 regards très enfantins se levèrent, avec confiance vers le ciel, dont le prêtre parlait. Il s'emplissait d'ombre, ce ciel, tandis que continuait le pater autour d'eux. Les pétrels et les albatros, mangeurs de débris attardés dans le crépuscule, tournoyaient avec les mêmes cris, chantant toujours, comme le vent, la mer, la chanson de la grande transformeuse d'être, la chanson de la grande mort. La plupart des matelots avaient tourné machinalement la tête vers l'homme en robe noire qui priait, et à cet instant où l'insouciant rire ne les égayait plus, on lisait sur ces visages jeunes de longues héridités, de lutte et de misère. Tous ces traits si vigoureux, accentués par la fatigue du soir, semblaient durs et matériels, avec je ne sais quoi d'humblement résigné et de passif. Chez les Bretons, qui dominaient, reparaissait la rudesse primitive. Dans les yeux seulement, dans ces yeux restés très candides qui regardaient le prêtre, s'indignaient, çà et là, des envolées d'âmes vers quelque leurre du ciel. Et quelques paradis de légende, quelques imprécises éternités, mais d'autres se relevaient presque, je suis désolée, il y a un moustique qui n'arrête pas de tourner, mais d'autres se relevaient presque sans penser, semblant refléter seulement l'infini des eaux et s'arrêter à des conceptions rudimentaires, voisines du rêve confus des bêtes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Il prononçait cette fois l'Éternel redite des soirs d'une voix de plus en plus lente, avec quelque chose d'entrecoupé. En même temps, chez ces grands enfants qui écoutaient, commençait à venir un peu de furtif chagrin au ressouvenir de Jean. Un vrai serrement de cœur, même chez ceux qui l'avaient aimé. Dans le petit groupe des Joal et des Marek, qui l'avaient enseveli, les yeux devenaient troubles, comme un voile. Et à la gorge, quelque chose s'étranglait. Sur toutes ces têtes alignées, flottait pour la dernière fois l'ombre de celui qu'on avait jeté ce matin au grand abîme vert. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Les plus distraits suivaient maintenant ces paroles, 100 fois entendues,
qui avait pris comme un sens nouveau. Et quand le prêtre, après un arrêt et la voix plus grave encore, prononça ces derniers mots d'une simplicité sublime, « Et pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort », tout à coup, les joues de 2 ou 3 de ces hommes qui l'entendaient de brusques larmes coulèrent, qui jaillissaient rapides et pressées comme une pluie. Ainsi soit-il. Toutes les têtes de velours blond s'étant inclinées, comme sous un même souffle, quelques mains remuèrent, touchant très vite les fronts et les poitrines, pour ce geste mystique qui est le signe de la croix. Et puis ce fut fini, dans le bruit du vent qui rafraîchissait avec la nuit, dans le brouhaha des hamacs qui se jetaient et se rattrapaient, la gaieté était revenue avec l'inconscience. Il semblait que la prière et les courtes pensées de mort furent restées en arrière, dans l'immeuble espace changeant qui fuyait toujours. Sur ce bateau, où l'on avait vu mourir, Jean ne laissait déjà plus qu'une image pâlie, subitement lointaine au fond des mémoires. Tous ces êtres jeunes dans l'excès de la vie physique, oubliés vite. On ne chanta pas ce soir-là, à cause de lui, mais dès le lendemain, la chanson du vieux Neptune, entourée d'abord par quelques voix, fut bientôt reprise en chœur. Et, comme si rien n'était, la Saône continua sa route, monotone, vers la France. Un mois plus tard, à Brest, où la mer attendait, le navire était enfin arrivé. Au printemps, tout nouveau, par une de ces après-midi, indécises et encore froides, des avrils de Bretagne. Plus personne de malade à bord. Après Jean, on en avait bien encore jeté 3 à l'eau infinie, mais très loin, là-bas, dans l'hémisphère sud, où volent les albatros. Les autres s'étaient rétablis. Brusquement, la forte santé avait en eux repris le dessus. À cette arrivée, c'était chez tous les matelots une excitation, une sorte d'affolement joyeux. Chez ceux-là même qui n'avaient ni mère, ni fiancé, et personne n'attendait. Après le mouillage, la manœuvre terminée, tous marchaient, un peu à la diable à bord. Les officiers, distraits eux aussi, la tête ailleurs, laissaient faire, jugeant presque leur longue et rude tâche finie. Là, tout de suite, dès l'entrée en rade, c'était le commencement de la désagrégation du navire et de l'équipage. Rien ne se tenait plus, et l'on sentait déjà le désarmement, la dispersion prochaine et définitive de tous ces hommes. De toutes ces choses qui, pendant plus de 2 ans, s'étaient promenées sur les mers lointaines, si étroitement groupées, formant un ensemble, un même corps, ayant en commun un nom, un amour propre et presque une âme. Il faisait assez beau sur cette rade française revue au printemps, avec toutefois des menaces de vent et de pluie suspendues sous forme de gros nuages, voyageurs dans l'air humide, dans l'air frissonnant et inquiet. On était allé chercher la santé, c'est-à-dire la permission de communiquer avec le monde extérieur, avec cette France retrouvée. Et quelques canots arrivaient à l'entour de la Saône, lourds et rudes canots de la rade de Brest, gréés pour les continuels mauvais temps voilés de grosses toiles brunes et tout éraillés par les coups de mer. Tout cela n'avait certes pas la gaieté des retours dans les ports de Méditerranée, dans ces ports du pays de Jean où des centaines de petites barques frêles peintes de couleurs claires en sécurité sur l'eau calme viennent avec un joyeux tapage pour prendre l'assaut le navire qui arrive. Dans ces canaux, qui se rangeaient là, à côté de la Saône, tenus à distance jusqu'au retour de la santé, il y avait des femmes, des marchandes, des blanchisseuses, des petites ouvrières, en quête de l'argent des nouveaux venus. Et puis aussi, par-ci, par-là, une mère, une sœur ou une simple connaissance qui demanda à un matelot par son nom, le voyait bientôt paraître à un sabord et échangeait avec lui le gai bonjour en attendant la permission de monter l'embrasser. Ceux de l'équipage, qui ne pouvaient connaître personne parmi ces Brestoises, regardaient tout de même, penchés sur le bastingage, contents de revoir après si longtemps des figures de femmes françaises et se communiquant des réflexions d'enfants sur les modes qu'elles portaient, sur certains nouveaux petits corsages d'une forme inventée pendant leur absence et qui les surprenaient.
Pour passer le temps, les Joal, les Marek et les Kerbouli, le groupe intime qui allait bientôt se séparer pour jamais, regardaient aussi rieurs et causant des choses quelconques. Mais tout à coup, Pierre Joal, la figure glacée, comme s'il avait aperçu un spectre, se rejeta dans le navire, tirant les autres par le bras, pour les faire se sauver aussi. La mère de Jean. Et tous les 5, comme des garçons affolés de peur, se baissèrent d'abord pour se cacher derrière le bastingage, puis se reculèrent, tout courbés, jusqu'au centre, où on ne pouvait plus les voir. La mère de Jean, oui, c'était elle qui arrivait, et qui était déjà là, tout près, les yeux interrogateurs, les yeux grands ouverts, moitié de joie, moitié d'impatience, moitié inquiète. Parmi toutes ces têtes qui souriaient au-dessus du bastingage de la Saône, elle cherchait son fils, et ne trouvait pas encore. Tout ce qu'elle avait rêvé, combiné, préparé pendant des mois pour ce retour, embellit leur petit logis triste, auquel tous les deux commençaient cependant à s'attacher, faute de mieux, pour l'avoir un peu longtemps habité, ensemble. Embellit surtout sa chambre à lui. Grâce à des miracles d'économie, d'ordre, de travail ingénieux et de goût, elle avait fait tout cela sans toucher à sa délégation, qu'elle avait déplacée. Et ce matin, quand un vieux guetteur, chargé depuis plusieurs jours de ce soin, était venu l'avertir que la Saône était signalée au sémaphore et mouillerait sur rade dans 2 heures. Elle avait fiévreusement mis tout en ordre, acheté des bouquets pour les vases, loué une femme pour leur faire et leur servir le dîner de ce soir. Sa toilette aussi l'avait beaucoup agitée. Comme il tenait à ce qu'elle reprît l'air d'une dame, elle avait fait poser une plume à son nouveau chapeau, ce qui depuis 5 ans ne lui était plus arrivé. Une plume grise, d'une couleur qu'il trouverait distinguée, mais au moment de s'habiller, pour venir au-devant de lui, elle avait hésité longtemps, à cause du ciel incertain, à mettre ce beau chapeau neuf, destiné à leur promenade des dimanches d'été. Cependant, elle s'y était décidée pour faire plus d'honneur à ce fils qui aimait, à ce qu'elle eut bonne façon devant les autres marins et les officiers de bord. Quand le batelier qui l'amenait lui avait montré au sortir du port ce navire à peine mouillé là-bas, en lui disant « La voilà, votre Saône », un tremblement subit lui était venu avec un peu de vertige. Comment allait-il être? Quelle mine rapporterait-il là-bas, songeant? Elle ne se sentirait rassurée qu'après l'avoir bien regardé. Cette dysenterie et ces fièvres de colchicine, dont il lui avait avoué être un peu atteint, lui causaient tout à coup le plus grand effroi. Elle songeait maintenant à ceux elle avait vu revenir, si blêmes, et qui les entrailles perdues déclinaient lentement, malgré des soins des mères. Et, à mesure que cette Saône se rapprochait, grandissait sur la rade houleuse la joie et l'anxiété de le revoir. Alternativement, lui revenait au cœur, toujours plus poignante, mais c'était encore la joie qui dominait avec une impatience tremblante de le tenir et de l'embrasser. Pour la seconde fois, elle venait de passer en revue, de l'avant à l'arrière, cette tête qui apparaissait partout. Pourquoi ne se tenait-il pas sur le pont son fils comme tant d'autres? Une angoisse lui venait, tout de suite déchirante, tout de suite affreuse, rien que pour ne l'avoir déjà vu. Ce qui était pourtant si naturel, comme elle cherchait à se l'expliquer à elle-même, puisqu'il ne trouvait pas puisqu'il ne pouvait pas être de quart, de service en bas dans les faux ponts, la tête un peu perdue, elle commandait au batelier de se rapprocher. Malgré les gestes du factionnaire de couper, un tout jeune, un petit breton, tout sauvage, qui était d'une main serrée, ferme son fusil de l'autre, leur faisait signe. Au large, faut pas accoster, c'est pas encore permis. À bord, les amis de Jean, réfugiés tous les 5 au pied d'un mât, tenaient conseil rapide, à voix basse et effarée. Que faire? Prévenir l'officier, proposait Marek. C'était précisément M. Tanguy qui était de quart, un bon celui-là, qui viendrait lui parler très doucement.
Ah, répondait Pierre Joal, pour la chose qu'on a à lui dire, va doucement ou fort, c'est bien tout comme. Mon Dieu, et la santé qui arrivait aussi, qui était près d'accoster. Alors, on allait la laisser monter à bord, cette mère? Comme les autres, d'ailleurs, elle devait être la plus près de toutes, cramponnée sans doute à l'échelle malgré la défense, puisqu'on entendait à présent sa voix qui commençait à être changeante et haletante, demander à ce factionnaire où était Jean Bernier. Et ce tout jeune et tout sauvage qui avait pourtant compris du premier coup que c'était la mère, restait là perché sur sa coupée, figé par le devoir à son poste devenu rouge jusqu'au front, feignant de ne pas comprendre ce qu'on lui demandait d'en bas, détournant la tête et les regardant. Eux qui avaient déjà été les amis du défunt, avec un air de les appeler à son secours, et vite. Voilà, je vais m'arrêter là, en tout cas pour cette émission. Mais retrouvez la fin de ce roman dans la prochaine émission. En attendant, je vous souhaite une très bonne nuit à ceux qui se couchent et une très bonne journée à ceux qui se lèvent. À très vite.